tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Le quoi qu'il en coûte, cette réponse économique parmi les plus protectrices du monde se poursuivra. Le soutien économique de l'État sera encore plus fort que lors du premier confinement. Quoi qu'il en coûte n'a pas seulement été une formule, mais bien des actes et une réalité. Cette année, face à un choc comme ça, il fallait répondre par la dette. Ces 180 milliards se divisent en deux. Il y a eu à peu près 80 milliards d'euros de dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire pour soutenir l'économie. Eh bien, Bercy a fait du quoi qu'il en coûte. L'activité partielle pour les salariés a coûté 29 milliards d'euros. Le fonds de solidarité pour soutenir d'abord les petites entreprises et puis aujourd'hui l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, aura coûté 17 milliards d'euros cette année. On peut aussi compter les exonérations de charges, les aides sectorielles, les aides aux ménages aussi pour 4 milliards d'euros. Ça, c'est pour la partie dépenses. Les dépenses que nous faisons actuellement sont un investissement. Nous sommes dans le temps de la dépense publique. Puis vous avez aussi la partie recettes, bien sûr, près d'une centaine de milliards d'euros de recettes se sont évaporées cette année du fait du premier confinement et de l'impact de la crise sanitaire sur la croissance. Ensemble, une facture globale d'environ 180 milliards d'euros effectivement pour l'année 2020. Ces dépenses se justifiaient et se justifient en raison des circonstances exceptionnelles que nous venons de vivre. Mais elles viennent s'ajouter à notre dette déjà existante. Tout ça nous mène à un déficit historique cette année de 11,3% du PIB et une dette qui tutoie les 120%. Et l'année prochaine, ce sera guère mieux avec un déficit prévu encore à moins 8,5% et une dette qui va croître à 122,4 points de PIB si on n'a pas de troisième reconfinement. On peut la financer aujourd'hui, mais la question qui me préoccupe, moi, c'est pas aujourd'hui, c'est demain et c'est après-demain. Pierre Moscovici a raison, les dépenses engendrées cette année par la crise sanitaire seront entièrement financées par la Banque Centrale Européenne à taux zéro. C'est le cas pour l'ensemble des États membres de la zone euro. Pour la première fois cette année, la France a même émis de la dette à taux négatif tout au long de l'année. Ce ne sera pas le cas ad vitam aeternam. Et dans 10 ans, dans 15 ans, comment est-ce qu'on fait ? Parce qu'à un moment donné, on aura des taux d'intérêt qui remonteront. À un moment donné, on aura sans doute à nouveau un peu d'inflation. Un jour, les taux remonteront et là, la facture risque par contre d'être extrêmement salée. Une augmentation d'1% des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne provoquerait immédiatement une hausse de 2,5 milliards d'euros de la charge de la dette au bout d'un an, de 6 milliards au bout de 2 ans et au bout de 10 ans, c'est près de 30 milliards d'euros supplémentaires que le Trésor public devrait payer en plus sur la charge de sa dette. C'est une somme colossale. Qui va payer ? Et se mettre dans une perspective de désendettement. Quiconque est capable de me dire comment nous allons rembourser 500 milliards de dettes en plus. Lorsque vous parlez d'une dette qui est dans les coffres de la Banque Centrale Européenne À l'actif de la et Banque que Centrale Européenne. vous l'annulez, vous ne nuisez à personne. Personne ne pourra rembourser cette dette. Je vous le redis. Donc la Banque Centrale Européenne est en état de la neutraliser. C'est pas sérieux de dire on la remboursera pas, c'est pas vrai. Alors ce n'est pas sérieux, tout d'abord parce que ça n'arrivera pas. C'est un mensonge de la part de certains politiques que d'expliquer que de l'argent magique pourrait tomber du ciel comme ça sans que cela ne coûte rien. Non, on ne peut pas l'annuler. Pourquoi ça n'arrivera pas ? Parce qu'annuler une dette, ça veut dire spolier le détenteur de la dette. Or, qui détient la dette ? Eh bien, ce sont les épargnants au travers des banques commerciales. Et donc, si on annulait une partie de la dette française, ce seraient les épargnants français sur leur livret A ou sur leur assurance vie, eh bien, qui verraient une partie de leur épargne fondre tout simplement. D'autres expliquent que la dette qui est placée aujourd'hui auprès de la Banque Centrale Européenne pourrait être annulée sans que cela impacte les épargnants. Eh bien, là aussi,
C'est un mensonge. Isabelle Schnabel, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, a encore indiqué il y a quelques jours qu'une annulation des dettes nationales constituerait une violation claire des traités européens. Isabelle Schnabel nous rappelle donc que ce débat est nuisible et qu'il doit cesser. Il faudra rembourser cette dette. Ce n'est pas le moment, mais le moment viendra. Une dette, ça se rembourse, et qu'il est important d'expliquer aux Français comment nous allons rembourser. Nous allons devoir trouver des formules innovantes, qui sont bien nécessaires quand même. Hein. Vous allez prendre l'argent sur quel type de contribuable? Sur quel type? Les entreprises, vous allez les ruiner. Les consommateurs, la TVA, comment? Il n'y en a pas de solution. Je crois maintenant qu'il faut stabilité fiscale, ni hausse ni baisse. Tant que je serai ministre des Finances, nous n'augmenterons pas les impôts des Français. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. On peut croire Bruno Le Maire à court terme. Les hausses d'impôts n'augmenteront pas d'ici 2022, c'est une évidence. Emmanuel Macron a voulu faire de la baisse des impôts un marqueur de son quinquennat. Et d'ailleurs, ils ont baissé les impôts depuis 2017, moins 45 milliards d'euros, moitié pour les entreprises, moitié pour les ménages. Nous ne financerons pas ces dépenses en augmentant les impôts. Notre pays est déjà l'un de ceux où la fiscalité est la plus lourde. Est-ce que cela veut dire que les impôts n'augmenteront pas après l'élection présidentielle ? Personne ne peut le dire. Personnellement, je pense qu'il y a un vrai risque que les impôts repartent à la hausse après l'élection présidentielle de 2022. D'abord, sur les ménages les plus aisés, il y aura probablement un retour du débat sur le rétablissement de l'ISF pendant la campagne présidentielle. Et sur les grandes entreprises, au moment où la croissance devrait repartir, il faudra éponger d'une manière ou d'une autre cette dette Covid. Et il est fort à parier que cela passera en France comme d'habitude, par des hausses d'impôts et de taxes, mais pas avant 2023. La France a toujours honoré sa signature. Et elle honorera aussi sa signature sur cette dette. D'abord en retrouvant la croissance, en étant capable de retrouver de la prospérité. On peut en douter, la croissance potentielle de la France est malheureusement en sortie de crise aux alentours de 1%. Cette croissance ne suffira pas, ne sera pas assez dynamique pour rembourser la dette. Ensuite, en étant capable d'être responsable sur ses finances publiques. Le maintien des finances publiques, on aimerait y croire, mais on a du mal à le croire. En 2 ans, par exemple, si on met de côté toutes les dépenses engendrées par la crise, le déficit courant sur les dépenses courantes a augmenté de 10 milliards d'euros. L'année prochaine, les dépenses publiques, encore une fois, si on met de côté toutes les dépenses Covid, vont augmenter pour les dépenses courantes de près de 8 milliards d'euros. C'est 7 fois plus que l'augmentation qu'on a connue entre 2018 et 2020. On voit donc que la France est toujours dans ses travers, dans cette addiction à la dépense publique, et on voit mal pourquoi cela changerait dans les années à venir. Et puis il y a une troisième réponse, je sais qu'elle est difficile, je sais qu'elle fait l'objet de beaucoup de controverses, mais c'est les réformes de structure qui nous permettront d'avoir une dépense plus efficace. Et parmi ces réformes de structure... La réforme des retraites. La mère des réformes serait la réforme des retraites. La retraite est la première dépense publique en France avec plus de 320 milliards d'euros chaque année. Or, Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques semaines aux parlementaires que cette réforme ne se ferait pas avant l'après-présidentielle, en dépit des efforts de Bruno Le Maire qui pousse, lui, chaque semaine, pour la mise en place, avant 2022, d'un début de réforme. La France est le pays qui a le taux de dépenses publiques le plus élevé au monde. Chaque année, la France dépense en moyenne entre 200 et 300 milliards de plus que la moyenne de ses voisins européens. Pourquoi ? Eh bien, c'est notamment à cause de son régime de retraite par répartition qui repose uniquement sur les cotisations sociales et très peu sur des fonds de pension privés. Et donc c'est bien là la première des réformes à mener si on veut un levier conséquent pour faire baisser la dépense publique. Est-ce que vous annoncez à la jeune génération et à ce pays que vous allez mettre 20 ans pour payer la dette du Covid ? Il ne faut pas faire ça tout de suite ni trop tôt. Nous nous fixons 20 années pour rembourser cette dette Covid. Alors cette limite de 20 ans, elle est calquée en réalité sur nos voisins allemands qui ont d'ores et déjà indiqué qu'ils rembourseront leur dette Covid d'ici 2042. Le projet de Bercy, c'est de cantonner la dette Covid, de la mettre à côté de la dette historique en quelque sorte,
comme la France l'a déjà fait avec sa dette sociale placée en 1996 dans une caisse d'amortissement qui s'appelle la CADES. À l'époque, la CADES devait rembourser 137 milliards de francs, c'est-à-dire une vingtaine de milliards d'euros, en 13 ans, d'ici 2009. Nous sommes fin 2020 et nous venons de transférer 136 milliards d'euros cette fois-ci à la CADES, dont l'extinction, la fin de remboursement, a été portée de 2024 à 2033. On voit donc que ces caisses d'amortissement, une fois qu'elles sont ouvertes, sont réabondées au fil des années et qu'on n'en voit plus le bout. Alors, le remboursement de la dette Covid en 20 ans, restons prudents. La dette, c'est une histoire de solidarité entre générations. Aujourd'hui, le sac à dos que nous transmettons aux jeunes, c'est 120%. Il y a 20 ans, c'était 2 fois moins, 60%. Il y a 40 ans, en 1980, c'était 6 fois moins, 20%. Là, nous avons un problème. Nous faisons partir la génération nouvelle dans la vie avec un sac à dos beaucoup trop lourd.